Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. Nouvelle tension entre Paris et Bamako. Les autorités maliennes exigent de Paris un retrait effectif des troupes françaises et sans délai. Fin du 6e sommet des dirigeants des États membres de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les crises en Ukraine et au Sahel ont-elles changé la donne? Éléments de réponse dans cette édition. Après l'annonce du Hezbollah, la maîtrise de la conception de drones, l'armée d'occupation sioniste a annoncé qu'un drone lancé depuis le Liban avait pénétré en Galilée. Les défenses anti-aériennes sionistes n'ont pas pu abattre l'objet volant. Les États-Unis annoncent des progrès substantiels lors des négociations sur l'accord du nucléaire iranien. Une entente serait possible dans les prochains jours. Et nous entamons cette édition par cette information émanant de la présidence algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune sera dès demain en visite d'État de 2 jours au Qatar. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'Algérie et le Qatar. L'occasion pour le président algérien de participer également au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Doha. En Algérie, toujours, les listes des personnes et entités terroristes officiellement publiées sur le journal officiel. Les noms de 16 personnes figurent sur ces listes. Parmi elles, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, dirigé par Farhat Mahanni, et le mouvement Rachad, dirigé par Mohamed Zetout. Ces listes serviront de base pour la prise des mesures nécessaires, notamment l'interdiction de l'activité de la personne ou de l'entité terroriste. Et la situation sécuritaire sur la bande sahélo-saharienne au cœur d'un entretien téléphonique entre les chefs d'état-major des armées algériens et français a souligné que l'expérience algérienne et son institution militaire est mondialement connue et reconnue notamment au Sahel où la France risque de s'enliser dans cette lutte contre le terrorisme. 24 heures après l'annonce du retrait de la France du Mali, ou plus exactement de son redéploiement, les autorités maliennes exigent de Paris un retrait effectif de ses troupes et sans délai. Bamako accuse Paris d'avoir agi unilatéralement. Safwan Ben Sabri. Emmanuel Macron misait encore sur le temps long ce vendredi concernant le retrait des troupes françaises présentes au Mali. Un délai de 6 mois avait été évoqué. Agissant en maître des horloges, le président français a conditionné le départ de la France à la sécurisation de la MINUSMA. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. C'était sans compter sur la volonté des autorités maliennes d'exercer une souveraineté sur leur territoire au moment de décider de la présence ou non de forces françaises sur ce dernier. Accusant la France d'avoir agi unilatéralement, le Mali a répondu aussitôt en exigeant le retrait sans condition aucune et sans délai. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, en a fait l'annonce officielle à la télévision nationale ce vendredi. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba au regard de ces manquements répétés des accords de défense. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le torchon a longtemps brûlé entre Paris et Bamako. Le départ français se faisait sentir depuis plusieurs semaines. Il est désormais acté et signé.
C'est dans un contexte particulier que s'est tenu le 6e sommet des dirigeants des États membres de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine. La crise en Ukraine et au Sahel ont complètement renversé la donne. L'Afrique, de plus en plus convoitée, peut prétendre aujourd'hui au choix de ses partenaires. Explication Tinine El-Makassi. Les relations afro-européennes n'ont jamais été aussi bousculées qu'en ce moment. Et pour cause, les mutations politiques qu'on peut observer notamment sur le continent africain, qui 60 ans après ses indépendances, affirme son self-gouvernement. Ces hétérogénies qui traversent le continent, en particulier en Afrique de l'Ouest, mettent l'Europe face au fait accompli. Leur hégémonie politique et sécuritaire n'est pas en grande forme, en dépit du maintien de certaines alliances traditionnellement inféodées aux anciennes puissances coloniales, communément appelées la France-Afrique. C'est en 7 points que l'Union européenne veut se constituer un nouveau capital sympathie auprès de l'Afrique, misant sur l'investissement Afrique-Europe, affirmant que l'objectif est de relancer la collaboration bilatérale entre les deux continents, tout en prenant en compte les défis majeurs, à savoir les changements climatiques, la crise sanitaire et les abcès sécuritaires. Sauf que l'Occident, qui voit à la peine son opération séduction, a déjà fait plusieurs appels du pied par le passé, à l'occasion des différentes COP ou encore s'armant de la cape du justicier au chevet de l'Afrique, pour combattre les dictatures et les terrorismes, sans atteindre pour autant les objectifs tant promis. Et surtout, comment l'Europe peut être aujourd'hui un partenaire préférentiel pour une collaboration gagnant-gagnant, alors qu'elle-même doit faire face à ses propres abcès, crise économique, montée de l'extrême droite, tensions avec l'Angleterre ou encore la crise ukrainienne. Et pour le président tunisien, ce sommet est l'occasion de revoir les coopérations avec l'Union européenne et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives. Ouvrir de nouvelles perspectives dans les rapports avec l'Union européenne et avec le monde entier. Nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle phase de l'histoire. Il nous faut de nouvelles idées. Il nous faut également de nouveaux concepts. Soyons au rendez-vous avec cette nouvelle histoire. Que je vais commencer une carrière de dictateur. Il y a des pourparlers, il y a des négociations. Je suis constitutionnaliste, je ne peux être que rappeler à l'état de droit et des institutions. Et pour le même sommet, la délégation sahraoui a été conduite par le président de la République sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Le président Ghali ayant été accueilli au siège, ayant abrité le sommet, accompagné d'une délégation de haut niveau pour ce 6e sommet. Et en République démocratique du Congo, la crise humanitaire reste complexe dans le pays. Les Nations Unies, les ONG internationales et les autorités annoncent avoir besoin de près de 2 milliards de dollars pour répondre à la crise alimentaire aggravée par la pauvreté, les violences armées dans l'est du pays, les épidémies et la malnutrition. Ce plan de réponse humanitaire a été lancé à Kinshasa. 27 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. 8,8 millions de personnes sont considérées comme étant les plus vulnérables, seront ciblées en priorité. La Libye a commémoré hier le 11e anniversaire de la révolution de 2011. Les Libyens se sont rassemblés au niveau de la place des Martyrs de la capitale Tripoli. Cette date qui constitue le début du soulèvement qui a conduit à la chute de Muammar Kadhafi. À cette occasion, le président du Parlement, Aguilar Salah, a pris la parole. Il s'est adressé au peuple libyen. L'armée d'occupation sioniste a annoncé qu'un drone lancé depuis le Liban avait pénétré en Galilée. Les défenses antiaériennes sionistes n'ont pas pu abattre l'objet volant qui a pu se replier après vraisemblablement d'une mission de reconnaissance pour des objectifs de renseignement. Sofiane Baroudi. Le Hezbollah a annoncé avoir lancé un drone pour une mission de reconnaissance dans les territoires occupés au nord de la Palestine historique. L'avion aurait pénétré à hauteur de 70 km au-delà de la ligne de front qui sépare le sud Liban de l'armée sioniste, dans une zone régie par la résolution 1701 et sous le contrôle de la mission onusienne UNIFIL. L'aviation sioniste a opéré des vols au-dessus des cieux libanais, particulièrement dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale.
L'armée d'occupation a reconnu ne pas avoir réussi à intercepter le drone libanais en utilisant le dôme de fer et la technologie de défense antiaérienne. Des informations indiquent que les abris ont été ouverts pour accueillir des personnes prises de panique. Le secrétaire général du Hezbollah avait indiqué il y a quelques jours que la résistance islamique disposait de moyens de dissuasion importants, à travers notamment sa capacité balistique développée et qu'elle construisait elle-même des drones de combat qu'elle détient en grande quantité. Cet événement intervient dans un timing tendu, en lien avec les négociations sur l'accord sur le nucléaire iranien. L'embrasement des fronts au Yémen et la recrudescence des tensions sur le vieux continent font craindre une situation de grande déstabilisation. La militarisation des relations internationales se fait sentir et la guerre totale pourrait une nouvelle fois déstabiliser le monde et menacer la civilisation. À la veille de l'ouverture de la conférence annuelle du G7 à Munich sur la sécurité, les mises en garde des Occidentaux s'accentuent contre la Russie. Le dossier ukrainien dominera les travaux. Anthony Blinken revient à la charge et exhorte Moscou à abandonner la voie de la guerre en dépit de tous les démentis du Kremlin. Les précisions avec Leila Gertal. Même si les tensions sur le terrain semblent un tant soit peu s'apaiser, avec le recul des troupes russes des frontières de l'Est ukrainien, toujours est-il que les mises en garde dirigées vers la Russie n'ont pas suivi. L'Occident persiste dans ses accusations. Pour la ministre allemande des Affaires étrangères, Moscou met en danger la sécurité de l'Europe avec les exigences datant de la guerre froide, dira-t-elle, et ce, à la veille de la conférence de Munich sur la sécurité. Les chefs de la diplomatie du G7 se sont cependant déclarés prêts et ouverts au dialogue, soufflant le chaud et le froid. La crise ukrainienne n'a pas fini d'inquiéter le sommeil et la paix des Occidentaux. Anthony Blinken revient à la charge. Il propose de revoir son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si, dit-il, la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Un pic lancé au Kremlin qui reste de marbre. Lavrov se contentera juste de rappeler pour la énième fois que son pays n'envisage nullement d'envahir l'Ukraine, en dépit du déploiement des 100 000 soldats russes sur le tracé frontalier avec l'Ukraine, qui demeure, à qui ne le sait pas encore, une frontière russe également. Et toujours concernant cette crise ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine déclare que les exercices militaires massifs menés ces dernières semaines près des frontières de l'Ukraine sont de nature purement défensive et ne menacent personne lors d'une conférence de presse avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à Moscou. Il ne menace personne. Malheureusement, les États-Unis et les autres membres de l'Alliance ne sont pas encore enclins à examiner sérieusement ces trois éléments centraux de notre initiative, les principales exigences de la Russie en matière de sécurité. En Europe, toujours, 3 personnes sont mortes en Pologne et 2 autres en Allemagne, victimes de la tempête Dudley à la veille de l'arrivée d'une autre tempête baptisée Eunice. Le bilan fait état de 5 personnes décédées, une tempête qui a causé des perturbations du trafic ferroviaire et aérien à Cracovie, dans le sud de la Pologne. La chute d'une grue de chantier sous l'effet des fortes rafales a tué 2 ouvriers et en a blessé 2 autres. En Grèce, un demandeur d'asile camerounais accuse des gardes-côtes grecs de l'avoir jeté à la mer avec 2 autres hommes qui, eux, sont morts noyés. Ces noyades ont eu lieu en mer Égée lors d'une opération de refoulement vers la Turquie voisine au large de l'île grecque de Samos en septembre 2021. L'information a été confirmée par plusieurs médias européens. Grèce, toujours, un incendie s'est déclaré sur un paquebot pavillon italien en mer Ionienne avec à bord 237 passagers et 51 membres d'équipage alors qu'il effectuait la liaison entre un port grec et Brindisi en Italie. Selon la police portuaire grecque, le capitaine Euroferry Olympia a demandé aux passagers de quitter le bateau. 3 patrouilleurs ainsi que 3 remorqueurs des gardes-côtes ont été dépêchés sur place.
Santé, Covid-19, la tendance baissière se confirme en Algérie. 316 nouveaux cas positifs ont été confirmés selon le bilan communiqué par le ministère de la Santé. 270 guérisons et 8 décès sont également à signaler. Au Canada, des leaders de la contestation anti-mesures sanitaires à l'origine du blocage dans le centre-ville d'Ottawa au Canada ont été arrêtés après l'intervention de la police déployée en masse. La veille, pour la première fois, la police s'était déployée en masse dans le centre-ville et y a érigé un périmètre de sécurité plaçant une centaine de barrages pour contrôler les entrées dans la zone. Retour au sommet UE-UA qui s'est tenu à Bruxelles et la question des brevets sur les vaccins anti-Covid, une priorité pour l'Union africaine pour pouvoir produire des doses sur le continent. Depuis le début de la crise du Covid-19, plusieurs pays émergents dans l'Inde et l'Afrique du Sud appellent à un abandon temporaire des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Dans le dossier du nucléaire iranien, la Maison-Blanche fait état de progrès substantiels lors des négociations de Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Une entente serait possible dans les prochains jours si l'Iran fait preuve de sérieux. Washington s'est retiré de l'accord en 2018 et depuis, les États-Unis participent à des négociations indirectes avec l'Iran sur le dossier. C'est un sujet signé Souad Ben Bartouche. Les négociateurs réunis à Vienne tentent d'aplanir les ultimes divergences pour mener à bien les pourparlers et parvenir à un accord. Cette semaine, les déclarations des capitales occidentales ont fait état d'importants progrès dans les pourparlers. La diplomatie américaine a aussi évoqué des avancées substantielles avec une éventuelle entente possible dans les prochains jours si l'Iran faisait preuve de sérieux. Un accord annoncé dans les prochains jours, mais des obstacles subsistent. Si le volet nucléaire affiche une avancée, il reste en revanche, selon les observateurs, à déterminer le périmètre des sanctions à lever et surtout les garanties exigées par Téhéran de la part de Washington. L'Iran craint un remake à la Donald Trump et que le successeur de Joe Biden ne renie la parole donnée sur la levée des sanctions notamment. Téhéran veut s'assurer que les entreprises et banques revenues entre-temps sur son sol ne soient exposées à des sanctions américaines. Le chef de la délégation iranienne, Ali Bagheri, a appelé ses interlocuteurs à éviter l'intransigeance alors que les négociateurs sont plus que jamais proches du début de la fin. Aux États-Unis, l'ex-président républicain Donald Trump pourrait se présenter devant le tribunal en qualité de témoin au sujet de potentielles pratiques fiscales frauduleuses de son groupe, annonce faite par une instance judiciaire new-yorkaise dans le cadre de l'enquête en cours. La police américaine a à nouveau soupçonné de discrimination raciale aux États-Unis. Cette fois, ce sont les images de l'intervention de 2 agents pour interrompre une bagarre entre un jeune blanc et un jeune noir qui pose problème. Une enquête a été ouverte. Cela s'est passé le week-end dernier dans un centre commercial de Bridgewater Township dans l'État du New Jersey. 2 adolescents s'invectivant avant d'en venir aux mains et de se battre violemment à coups de poing. Au Mexique, plus de 1000 migrants de 33 nationalités ont été interpellés au cours de plusieurs opérations lors de ces dernières heures, a annoncé l'Institut national de migration. Les candidats sont originaires du Honduras, du Guatemala, de Cuba et du Salvador. Les autorités mexicaines ont renforcé leur contrôle pour tenter de freiner le flux migratoire qui a augmenté depuis l'élection du démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis. Au moins 117 personnes ont perdu la vie dans de terribles inondations et glissements de terrain à Petrópolis, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Selon un dernier bilan publié par les autorités, de nouvelles précipitations sont attendues et les habitants ont été invités à se mettre à l'abri.
Économie, les cours du pétrole, du brut ont reculé en début des échanges de ce jeudi sous la pression des prévisions de l'imminence d'un accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, ce qui signifierait un retour du brut iranien sur le marché mondial. La diplomatie française a prévu la fin du cycle de pourparlers de Vienne dans quelques jours, notant que la décision appartenait désormais à la partie iranienne pour finaliser une décision politique sur les termes de l'accord. Et pour la première fois, des manuscrits, des dessins et aquarelles du Petit Prince sortis de leur collection américaine de 1968 sont exposés en France au Musée des Arts décoratifs à Paris à partir du 17 février jusqu'au 26 juin. Avec 200 millions d'exemplaires vendus, le conte philosophique et humaniste d'Antoine de Saint-Exupéry est un véritable phénomène d'édition. On encense à ce jour 498 langues et dialectes de son Petit Prince. Place à présent au Zoom du 19h. Et nous allons parler culture dans ce Zoom et plus précisément des festivités qui célèbrent la culture des peuples qui résistent malgré la situation sanitaire et sécuritaire que vit le monde actuel. Du Mali à l'Uruguay, le rythme des tambours n'a pas cessé d'envoûter les convives. Amira Bicha. Ce mois de février a connu de belles célébrations, d'une en Afrique et de l'autre en Amérique du Sud. On commence par le continent africain, direction le fleuve Niger, au centre du Mali. Le festival légendaire Sego Art s'est déroulé malgré la situation sécuritaire actuelle du Mali. Cette 18e édition s'est consacrée comme à s'accoutumer à l'art contemporain africain. De la musique, de la danse, mais aussi des performances et des œuvres artistiques qui ont été dévoilées dans les galeries du festival. Sous le thème « Art Maya, quelle citoyenneté pour l'Afrique ?», les organisateurs soulignent la question de comment les valeurs sociales et humanistes peuvent-elles influencer les pratiques artistiques. Cet événement culturel panafricaniste a accueilli 30 pays d'Afrique. Tous ces artistes sont venus pour célébrer en paix la culture au bord du fleuve Niger. Leur participation n'est que pour un Mali heureux et prospère. Les sonorités des tambours maliens ne changent pas en Uruguay, car le festival Las Llamadas est le symbole de la lutte pour l'égalité raciale. Dans les ruelles de Montevideo, ville qui a été porte d'entrée importante pour les Africains, une quarantaine de comparses, un groupe de chanteurs, danseurs et musiciens ont défilé sous les rythmes ancestraux apportés en Uruguay par les esclaves africains. L'esclavage qui a été aboli dès les années 40 en Amérique du Sud. Une grande majorité d'Uruguayens sont fiers de leurs racines. Ils s'identifient comme afro-descendants. Dans le monde actuel, le rôle de la culture est là pour que les peuples puissent dialoguer et communier dans un esprit d'entente et de bienveillance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Hamzienne Zetouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.